Je vais maintenant commencer ce chapitre 1, l'équilibre macroéconomique. Compte tenu de ce chapitre, expliquer en quelques mots le cadre général, les régimes classiques et keynésiens, le modèle AS-AD et une cinquième section qui propose une application pour vous donner quelques idées de ce qu'on peut faire de tous ces modèles qui ne sont pas là simplement pour des exposés théoriques mais qui servent de manière opérationnelle très intensément. Plan de ce chapitre, donc, schéma général d'une économie fermée. Deuxième section, prix flexible. Troisième section, prix fixe, ou encore le modèle ISLM. Quatrième section, le modèle AS-AD. Et une cinquième section qui est un exercice d'application. Les références que je vous donne ici sont les références originelles. Il y a deux références, John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, dont la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. C'est l'ouvrage de référence de la théorie keynésienne et un article très important de John Richard Hicks, Mr. Keynes and the Classics. Et cet article est toujours cité parce que c'est un article qui a proposé une synthèse particulièrement utile qu'en réalité je reprends, pas exactement comme dans l'article, mais que je reprends au moins dans l'esprit. Je vais d'abord introduire le schéma d'une économie fermée, trois étapes, la description du cadre comptable, le cœur du modèle, et il y a une petite explication que je vous proposerai sur comment on traite les politiques monétaires et budgétaires, c'est-à-dire les politiques macroéconomiques. Plus exactement, ce qui sera dit dans ce chapitre est aussi valable pour les chapitres suivants. Alors tout d'abord, le cadre comptable. Alors ce cadre comptable, je l'ai choisi avec deux soucis. C'est qu'il soit le plus simple possible, vraiment le plus simple possible, mais qu'il soit également le plus cohérent, le plus rigoureux possible. Autrement dit, je n'ai pas un souci de réalisme, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais prendre juste les éléments qu'il me faut pour établir les résultats que je dois établir. Dans l'économie que je vais décrire, je vais faire appel à des marchés et des agents. Le minimum que je puisse faire pour introduire un cadre approprié pour étudier la macroéconomie et surtout la politique macroéconomique, c'est de prendre en compte au moins deux agents. Il faut au moins deux agents. Je ne peux pas descendre en dessous, parce qu'en dessous, je ne pourrais pas traiter de questions politiques macroéconomiques. Les deux agents sont le secteur privé et le secteur public. Le secteur privé, en gros, c'est les ménages plus les entreprises. Je vais agréger les ménages et les entreprises. Et je vais, par ailleurs, distinguer un second agent qui est le secteur public. Je vais appeler ça le gouvernement, mais c'est quelque chose de composite. En réalité, ça contient le gouvernement et la Banque centrale. Et si vous voulez, ça correspond à une idée que la Banque centrale n'est pas indépendante. L'indépendance de la Banque centrale, c'est une notion que je vais introduire à un certain moment pour élargir un peu notre vision, mais pour le moment, je vais considérer qu'il y a un seul agent qui s'occupe de politique économique et pas deux. Donc, deux agents, le secteur privé et le gouvernement. Et d'autre part, je vais distinguer trois marchés, le marché des biens, le marché de la monnaie et le marché des titres. Ces trois marchés, c'est le minimum pour que je puisse parler de politique monétaire et budgétaire, de politique macroéconomique. En dessous de trois marchés, ce n'est pas possible. Et en fait, il y a de grands absents. Il y a par exemple un grand absent qui est le marché du travail, que je vais réintroduire à un certain moment. Pour le moment, je n'en ai pas besoin. Quand j'en aurai besoin, j'introduirai le marché du travail. D'accord ?
On va commencer avec 3 marchés, le marché des biens, le marché de la monnaie et le marché des titres. Le tableau 1 que vous avez, que j'ai intitulé tableau des opérations courantes, ça ne cadre pas exactement avec ce que vous voyez en comptabilité nationale, mais c'est très proche. C'est un tableau qui décrit les relations comptables entre les flux dans une période donnée. Donc je vais considérer une période donnée. Je vais avoir, comme on dit, une approche statique. Je vais considérer une économie dans une période donnée. Et ce tableau, il est censé décrire les flux qui existent entre les 2 agents sur les 3 marchés dans cette période donnée. Je veux parler de cette présentation en emploi et ressources pour chaque agent et pour chaque opération, c'est-à-dire que j'ai ce que l'on appelle un tableau à double entrée, en partie double. À double entrée agent-marché, en partie double emploi-ressources. Et dans ce tableau, je vais inscrire, je vais représenter les flux principaux. Encore une fois, ça n'est pas dans un détail très fin, c'est disons une approche très globale et très grossière. Mais ça suffit pour établir les résultats importants que je vais devoir établir dans ce chapitre. Donc, je distingue ces 3 marchés, et le marché de la monnaie, le marché des titres et le marché des biens, et il y a une ligne supplémentaire que j'ai introduite pour la cohérence du tableau que je justifierai tout à l'heure. J'ai introduit une ligne intérêt et je vais la préciser pourquoi tout à l'heure. Alors l'important, c'est que je vais représenter ces flux qui deviennent pour moi, lorsque je parle de modèle, des variables, vont me permettre de décrire les principales opérations. Je vais m'en tenir aux seules opérations dont j'ai besoin. Je vais considérer dans ce tableau 10 variables. Il y en a 3 que je vais considérer comme exogènes. Et les autres, je vais les considérer comme endogènes. Vous voyez, c'est une décision du modélisateur. Ce qui fait que je vais considérer les dépenses du gouvernement les taxes et la masse monétaire comme des variables exogènes, c'est parce que, tout simplement, je me place dans la conception conventionnelle de la politique économique, tinbergénienne, si vous voulez, et je suis intéressé de réfléchir à la politique économique. Je vais considérer les instruments de politique économique G, T et M comme des variables exogènes, parce que, au fond, je réfléchis en disant, eh bien, ce sont des variables sur lesquelles le gouvernement peut avoir une influence directe, et les autres variables, non. Les autres variables, ce sont des variables qui résultent, bien entendu, des conditions de la politique économique, mais aussi du comportement des agents. Donc, les 7 variables endogènes que je vais considérer, c'est respectivement la production, Y, l'absorption, H, la demande de monnaie réelle, L, le taux d'intérêt petit r, c'est le seul qui est écrit avec une minuscule, le niveau général des prix, P, l'offre de titres, B, et la demande de titres, B, avec un petit indice supérieur, petit p, pour indiquer que c'est la demande de titres de la part du secteur privé. Alors, je fais une rapide description du tableau que vous avez. Dans ce tableau, j'ai écrit au fond implicitement, en répartissant dans les colonnes ressources et emplois, j'ai décrit des équations comptables. Alors, je vais prendre les équations ligne par ligne.
des équations ligne par ligne qui, au fond, reflètent les équilibres sur les trois marchés. La première ligne, j'ai rajouté bien revenu, parce que j'ai un peu compliqué les choses, mais enfin, j'ai rajouté un petit détail important. La réalité principale que je représente dans cette ligne, c'est l'équilibre sur le marché des biens, c'est-à-dire l'égalité entre la production et l'absorption. La production est le fait des entreprises, elle conduit à une production Y qui est écoulée à un prix P. Quand je dis ça, je dis une production, un prix, mais naturellement, je suis en macroéconomie, donc en fait, ce n'est pas une production, mais un agrégat de produits différenciés. Et le prix P, c'est en fait un indice de prix. Et elle est absorbée par le secteur privé et par le secteur public. Et j'ai évalué l'absorption H et les dépenses publiques G au prix P. Ça, c'est l'équilibre sur le marché des biens. La seule chose que j'ai introduite en plus, c'est un peu une petite anomalie par rapport à la description de ce qui se passe dans un marché, c'est quelque chose qui provient du compte de revenus, parce que je ne vais pas introduire un compte de revenus séparé. J'ai, par un petit artifice, indiqué qu'en ressources, pour le secteur privé, ce n'est pas la production que je vais considérer, mais le revenu disponible, c'est-à-dire la production après déduction des prélèvements obligatoires. Et pour le secteur public, je vais considérer que ces ressources sont précisément les recettes publiques, c'est-à-dire les prélèvements obligatoires T, que j'évalue aussi au prix P. Alors attention, parce que vous voyez que la variable T, ce n'est pas les taxes, mais c'est les taxes en termes réels. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui se passe sur le marché des biens. Alors, sur le marché de la monnaie, la description est extrêmement simple. L'offre de monnaie est le fait du secteur public. Il faut entendre la Banque centrale. Et la demande de monnaie est un comportement du secteur privé qui conduit à la détermination de la variable L. Qu'est-ce que c'est que la variable L ? C'est la valeur réelle des avoirs monétaires du secteur privé. Je fais intervenir cette variable L, qui n'est pas la monnaie détenue par le secteur privé, mais le pouvoir d'achat de la monnaie détenue par le secteur privé. Je vais considérer que la monnaie est détenue pour son pouvoir d'achat et pour rien d'autre que son pouvoir d'achat. Et puis, donc, pour avoir la valeur de la monnaie détenue, c'est très simple. Je prends la valeur réelle L et je multiplie par l'indice de prix. Sur le marché des titres, que se passe-t-il ? Eh bien, il y a un offreur de titres, c'est le gouvernement. Le gouvernement, il emprunte, donc il émet des obligations. C'est de la dette publique, il émet des obligations. C'est pour lui une ressource. Et ces obligations sont souscrites par le secteur privé. Et ici, vous voyez, dans cette description, j'ai simplement écrit que l'offre de titre B est égale à la demande de titre par le secteur privé. Ici, comme dans la ligne précédente, j'ai fait apparaître non pas les stocks, mais les variations de stock. Vous voyez, delta M, delta PL, delta B, delta BP. Pourquoi ? Parce que ce tableau est un tableau de flux. Ce qu'il représente, ce n'est pas la masse, ce qu'il donne, ce n'est pas la masse monétaire, mais c'est l'augmentation, la variation de la masse monétaire, c'est pas une diminution aussi. Et pour les titres, la variation des titres, les titres émis en net dans une période et souscrits en net par le secteur privé. Bon, ça ne pose pas de problème. Alors, comme vous le voyez, j'ai introduit une ligne supplémentaire. Dans ce modèle, il y a des titres. S'il y a des titres, c'est qu'il y a un taux d'intérêt. Et s'il y a un taux d'intérêt, c'est qu'il y a un créancier et un débiteur. Et même, je vais plus loin, il y a des flux d'intérêt qui vont du débiteur au créancier. Donc, il faut que je tienne compte du fait que l'agent créancier, qui est le secteur privé, reçoit des intérêts de l'agent débiteur, qui est le gouvernement.
les agents privés, par exemple les ménages, souscrivent des obligations et ils reçoivent des intérêts sur les obligations souscrites et émises par le gouvernement. Donc cet élément, il faut en tenir compte parce que c'est évidemment une ressource pour le secteur privé, c'est un revenu pour le secteur privé, c'est un revenu du capital. Et ce revenu du capital, il vient se rajouter au revenu de l'activité de production. Alors, je n'ai pas dit du travail, de l'activité de production. Le revenu de l'activité de production, le revenu disponible de l'activité de production, c'est P que multiplie Y moins T. Et donc, pour avoir le revenu du secteur privé, il faut aussi que je rajoute les intérêts versés par le gouvernement au secteur privé. Donc, je n'ai pas ici un tableau qui est encore parfaitement cohérent, c'est quelque chose qui est hybride, peu importe. J'ai réécrit un tout petit peu de manière simplifiée ce tableau dans la diapositive qui suit. Là, j'ai au fond rétabli une cohérence stricte de mon tableau. Vous voyez que dans la première ligne maintenant, que j'ai appelée bien revenu toujours, pour ne pas introduire une notion supplémentaire, j'ai fait intervenir dans la colonne secteur privé le revenu du secteur privé. Le revenu du secteur privé contient du revenu de l'activité de production, mais aussi les revenus du capital. Et le revenu du capital, dans la description que je donne ici, c'est uniquement les intérêts sur la dette de l'État. Alors vous pourriez me dire, mais alors qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de capital, il n'y a pas de profit. Et la réponse est très simple. Bien sûr qu'il y a des profits du capital, c'est caché. Pourquoi c'est caché? C'est parce que j'ai pris le compte consolidé du secteur privé. Pour introduire le profit, le capital et tout ça, il faut que je distingue les entreprises et les ménages. Les ménages sont propriétaires des entreprises et reçoivent des revenus du capital des entreprises. Si je consolide ce compte, je fais disparaître cette relation. D'accord? Alors vous allez me dire, c'est embêtant. Non, ce n'est pas embêtant, parce qu'en fait, je ne vais pas en avoir besoin, je ne vais pas avoir besoin de distinguer. Dans le cadre de ce chapitre, sauf à une petite exception près, je n'aurai pas besoin de distinguer les entreprises et les ménages, et donc je n'aurai pas besoin de distinguer la consommation et l'investissement, parce que je ne considère que les comportements du point de vue de l'absorption. La raison est très simple, c'est que je regarde les flux dans une période. Donc l'hypothèse dans laquelle je vais rester, c'est le capital qui est disponible au début de la période et il ne va pas changer dans la période. Il ne changera que si on ajoute l'investissement dans la période. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas décrit par mon modèle parce que je ne prends qu'une seule période. Autrement dit, si j'ai une seule période, je ne peux pas vraiment décrire l'accumulation du capital. Pour décrire l'accumulation du capital, il me faut plusieurs périodes. Ici, je ne prends qu'une seule période. Et la seule chose que je peux voir en faisant ça, c'est l'absorption. Donc, si vous voulez, je vous donne un argument logique. Si vous êtes inquiet parce que je ne distingue pas la consommation et l'investissement, la réponse est « je n'en ai pas besoin ». Et non seulement je n'en ai pas besoin, mais pour faire ça de manière justifiée, il faut introduire un modèle à plusieurs périodes. Vous ne pouvez pas distinguer la consommation et l'investissement si vous ne décrivez pas le mécanisme d'accumulation du capital. Alors, ce tableau qui est maintenant extrêmement simplifié, rendu cohérent, j'espère que vous admirez la beauté de ce tableau, sinon vous n'avez pas un grand sens de l'esthétique. Il comporte 5 identités comptables. Il y a 3 emplois ressources qui proviennent des équilibres en ligne, c'est-à-dire des marchés, et il y a 2 emplois ressources dans le compte des agents. Le compte des agents, c'est quand vous regardez ce tableau en considérant les colonnes. Il y a effectivement des équilibres comptables. Que nous disent ces équilibres comptables en colonnes? Ils nous disent que le revenu des ménages, qu'est-ce que en font les ménages? Ils absorbent. Qu'est-ce que le secteur privé en fait? Il absorbe. Et ce qu'il reste après l'absorption, c'est l'épargne.
l'épargne du secteur privé, qu'est-ce qu'elle devient? Eh bien, elle ne peut se placer qu'en titres ou en monnaie. Et c'est toujours la même chose. Je ne parle pas de l'épargne qui finance l'investissement des entreprises et la formation de capital, parce que j'ai considéré le secteur privé consolidé. Donc j'ai éliminé la relation entre les ménages et les entreprises. Alors je reviens sur ces identités comptables. Il y a 5 identités comptables, 3 en ligne et 2 en colonne. Et je dis que parmi ces 5 identités comptables, il n'y en a que 4 qui sont indépendantes. Cette considération, elle est connue sous le nom de loi de Walras. Alors je voudrais me débarrasser une fois pour toutes de la loi de Walras. C'est pas parce que je n'aime pas Walras, au contraire, je trouve que c'est un grand génie, mais c'est pas ce qu'il a fait de plus intéressant. Vous avez dû entendre parler de loi de Walras ou de N-1, enfin voilà, des choses comme ça. Et pour cela, j'ai introduit ici une sorte d'encadré, c'est un encadré, où je développe l'idée suivante, je précise l'idée suivante. La loi de Walras, contrairement à cette appellation, n'est pas une loi économique. C'est une propriété mathématique des tableaux à double entrée en partie double. Donc la formulation usuelle, celle qu'on rencontre en général, c'est celle-là. Formulation usuelle, dans une économie comportant n marchés, lorsque n-1 marchés sont en équilibre, le nème l'est aussi. Je pense que si vous avez rencontré la loi de Walras, c'est sous cette forme-là. Et je propose, en face de ça, la formulation mathématique. C'est la suivante. Un tableau à double entrée, alors ça correspond ici à n marchés et m agents. D'accord ? Les entrées, c'est marché agent. Un tableau à double entrée en partie double, emploi égale ressources, contient n plus m relations comptables, dont n plus m moins 1 sont dépendantes. Ça, c'est une formulation mathématique. Vous enlevez ce qu'il y a entre les parenthèses et il n'y a plus de loi économique du tout. C'est juste un résultat mathématique. Et simplement, dans le cas étudié, on peut s'en servir. On peut se servir de cette propriété mathématique et il faut comprendre cette propriété mathématique pour éviter de compter une relation qui n'est pas dépendante des autres, donc qui ne servira à rien. Elle n'est pas dépendante des autres. Autrement dit, dans le cas étudié, où on a 2 agents et 3 marchés, il y a bien 5 relations, 2 plus 3, dont 4 sont indépendantes. Et on peut utiliser cette propriété de plusieurs manières. Si les comptes du gouvernement et du secteur privé sont équilibrés, et si le marché des biens et le marché de la monnaie sont équilibrés, alors le marché des titres est équilibré. Souvent, c'est comme ça qu'on utilise la loi de Walras. Parce que si vous dites cela, ça veut dire que vous pouvez vous concentrer sur l'étude de 2 marchés. Et le troisième, il est nécessairement équilibré. Donc, il y a une démonstration qui est à votre disposition pour la loi de Walras. Il faut la connaître. Comme ça, on s'en débarrasse une fois pour toutes. Alors, je vais remonter à mon tableau. Donc, j'ai 5 identités, dont 4 indépendantes en vertu de la loi de Walras. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avec 4 relations, je ne peux pas déterminer 7 variables endogènes. Il me faut 7 relations pour déterminer 7 variables endogènes. Donc, ce que je vais chercher à faire, c'est d'introduire des choses supplémentaires qui vont faire descendre le nombre de degrés de liberté. Mais c'est rassurant, parce que ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que si je m'en tiens uniquement au tableau, c'est-à-dire aux relations comptables, mon modèle est indéterminé. C'est rassurant. Ça veut dire que l'économie n'est pas seulement quelque chose de comptable. Il faut rajouter quelque chose pour comprendre la détermination des variables économiques qui m'intéressent. Les modèles qui nous disent quelque chose sur l'économie, c'est des modèles qui contiennent des fonctions de comportement, c'est-à-dire des lois économiques microfondées.
Et effectivement, je vais commencer par introduire deux fonctions de comportement. Ces deux fonctions de comportement, vous les avez déjà rencontrées, et notamment en TD, on en a déjà parlé. La première fonction de comportement, c'est la fonction d'absorption privée. Cette fonction, elle exprime simplement que l'absorption privée est déterminée comme une fonction du revenu, alors là je rajoute le revenu disponible, c'est Y moins T, et du taux d'intérêt. Et sur cette fonction, je sais que je peux compter sur une hypothèse, sur même deux hypothèses. La première hypothèse, c'est l'hypothèse que la propension marginale à absorber h par rapport à y, donc la dérivée de h par rapport à y, est comprise entre 0 et 1, et que la dérivée de h par rapport à r est négative. Autrement dit, je suis en train de dire que l'absorption privée est une fonction croissante du revenu disponible et décroissante du taux d'intérêt. Nous avons déjà parlé des fondements microéconomiques. La demande de monnaie aussi, c'est une autre fonction de comportement. J'ai dit que je me proposais d'introduire deux fonctions de comportement. La demande de monnaie, en termes réels, c'est une fonction croissante du revenu réel et décroissante du taux d'intérêt. Et j'écrirai cela comme indiqué dans ma diapositive, L égale L de Y et de R, L égale L de Y et de R, en retenant les deux hypothèses, LY positive, LR négative, c'est-à-dire c'est une fonction croissante des revenus et décroissante du taux d'intérêt. Alors, j'ai rajouté deux fonctions de comportement, donc je dispose de deux relations en plus. Et j'en avais 4. 4 et 2, ça fait 6. Il me reste un degré de liberté. Donc, mon modèle n'est toujours pas déterminé. Qu'est-ce que ça veut dire déterminé? Ça veut dire, si je me donne uniquement les variables exogènes, G, T et M, je ne peux pas calculer une seule valeur des variables endogènes, des 7 variables endogènes. Donc, il me faut rajouter quelque chose. Et là, je suis pris d'une grande hésitation, je me prends la tête et je ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire. J'hésite entre deux solutions. Soit rajouter encore une fonction de comportement, une relation de comportement, soit exogénéiser une variable de plus. Je peux faire ça aussi. Et en fait, comme j'hésite, je vais considérer les deux cas successivement. Ce modèle, il a 7 variables. Donc, dans le cas où je prends une fonction de comportement pour le dernier degré de liberté, ça veut dire qu'il va comporter 7 relations. Cette relation, c'est beaucoup. On ne comprend pas bien intuitivement ce qui se passe dans un modèle à 7 relations. Donc, l'idée, c'est de se concentrer sur peut-être quelque chose qui est essentiel parmi ces 7 relations. Au fond, arriver à une forme un peu plus compacte, parce que 7 relations, c'est trop. Et la forme la plus compacte à laquelle je vais arriver et de laquelle je vais partir pour discuter les propriétés de mon économie, c'est une forme qui contient 3 relations. C'est déjà beaucoup. Un économiste moyen ne comprend pas intuitivement, facilement, ce qui se passe dans un modèle qui contient 3 relations non linéaires. Mais vous allez voir qu'en faisant un raisonnement progressif, on va arriver à comprendre. Donc je vais m'en tenir à 3 relations. Ces 3 relations, en fait, je vais les extraire de mes 7 relations du modèle, les équations comptables et les équations de comportement, en éliminant certaines variables. Donc il ne me restera que 3 relations et 3 variables. C'est la production, le niveau général des prix et le taux d'intérêt. Toute la discussion macroéconomique se concentre sur ces 3 variables. Encore une fois, c'est l'évolution de la pensée économique qui a abouti à cela, parce que
d'abord ces trois variables essentielles pour l'analyse de la situation économique et pour la politique économique. C'est-à-dire, si on sait dire des choses sur la production, le niveau général des prix et le taux d'intérêt, on sait dire vraiment beaucoup de choses utiles, macroéconomiques utiles pour, disons, la politique économique, par exemple, pour l'analyse conjoncturelle. Alors, bien entendu, le fait de ramasser ce modèle dans une forme très compacte, c'est-à-dire uniquement trois relations, ça soulève la question, mais que deviennent les autres variables? En fait, les deux autres variables, elles peuvent être déterminées en utilisant la solution de mon cœur de modèle et éventuellement d'autres relations qui interviennent dans le modèle complet. Vous vous en convaincrez avec les petits exercices que vous allez avoir en TD. Cette notion de cœur du modèle, ce n'est pas une notion logique, si vous voulez, ce n'est pas une notion strictement logique. Pourquoi on a retenu cette forme-là? C'est parce que c'est celle qui s'est avérée à l'usage la plus utile et la plus commode. Cette notion de cœur du modèle, elle va revenir périodiquement et il faut graver un petit peu ce qui est dans ce cadre. Dans ce cadre, il y a trois relations. Il y a la relation d'équilibre sur le marché des biens, la relation d'équilibre sur le marché de la monnaie. Qu'est-ce que j'ai fait dans ces deux relations? J'ai remplacé la variable h par la fonction h et j'ai remplacé la variable L par la fonction L. Donc, j'ai éliminé, si vous voulez, les variables h et L en faisant ça. J'ai remplacé h et L par leurs expressions en fonction de y et r. Et y et r sont des variables du cœur du modèle. Et puis, la troisième relation, alors je vous ai dit, là j'ai une hésitation, je vais envisager trois options. Mes trois options sont les suivantes. La première option, c'est, je vais supposer que la production est exogène. Première option, je rajoute une variable exogène. Je vais poser que y est égal à y bar. Et en faisant cela, je vais pouvoir déterminer R et avec ces trois variables, l'ensemble des variables du modèle. Deuxième option que je vais considérer, qui est une option alternative, je vais considérer P comme une variable exogène. Et je vais poser P égale P bar. Et là encore, je vais considérer le cœur du modèle, et dans ce cœur du modèle, je vais avoir deux équations qui vont me permettre de déterminer Y et R. Et P, c'est exogène. Et donc, je vais pouvoir déterminer mon équilibre. Et la troisième option, c'est, je ne vais pas choisir l'une des variables Y ou P exogènes, mais je vais introduire une relation entre Y et P, une relation supplémentaire entre Y et P, qui n'est pas redondante avec les relations précédentes. Cette relation, je l'écris ici, P égale F petit s de Y, et vous allez voir que c'est une relation qu'on appelle la fonction d'offre agrégée. Et je vais donc procéder comme ça pour l'étude de mon modèle général, c'est-à-dire je vais procéder en trois étapes suivant les hypothèses alternatives que j'ai prises pour la troisième ligne de mon cœur de modèle, et je vais faire apparaître, en faisant cela, trois régimes qui correspondent en fait à trois théories macroéconomiques. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces trois théories, en fait, c'est des cas particuliers d'un modèle général. Donc ici, j'introduis un modèle général et je vais faire apparaître, comme des cas particuliers de ce modèle général, trois théories, dont la théorie classique et la théorie keynésienne. Ce ne sont pas des théories qui n'ont aucune relation, ce sont des cas particuliers d'une théorie plus générale. Et puis, par la même occasion, je vais faire apparaître quelque chose qui est entre les deux.
Ça s'appelle des régimes intermédiaires. Avant de faire cela, je vais préciser rapidement ce que je vais entendre par politique monétaire et budgétaire. Pour résumer ce qu'il y a dans la politique macroéconomique, on dit politique monétaire et budgétaire. Et en fait, j'ai besoin d'un peu plus de précision. Cette petite diapositive doit vous permettre de clarifier cette notion, parce que souvent c'est vague, hein. Vous rentrez en la main et vous avez des notions vagues là-dessus. Il faut clarifier, c'est pas compliqué. Le gouvernement peut affecter les variables de mon cœur de modèle, c'est-à-dire Y, R et P, ce sont les variables endogènes de mon cœur de modèle, en agissant sur les instruments de la politique économique. Il peut le faire, mais il est soumis pour cela à une contrainte qui est l'équilibre de son propre compte. C'est un équilibre comptable. Donc c'est une contrainte à laquelle le gouvernement lui-même, quel que soit son pouvoir, ne peut échapper. Qu'est-ce que c'est que l'équilibre comptable du gouvernement? Vous l'avez ici écrit dans le tableau, vous le retrouverez. C'est un équilibre en colonne. C'est l'équilibre en colonne du secteur public. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que les 7 agents, les ressources sont égales aux emplois. Qu'est-ce que c'est que les ressources? Eh bien, c'est les taxes prélevées dans une période, l'augmentation de la masse monétaire et l'émission d'emprunts. C'est ce que vous voyez à droite du signe égal. Et les emplois, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les emplois, à quoi servent ces ressources? Qu'est-ce qu'on fait avec ces ressources? On fait de la dépense publique, c'est-à-dire on achète des biens et services, le gouvernement achète des biens et services au secteur privé, et il verse les intérêts sur la dette qu'il a contractée durant les périodes passées et dans la période actuelle. Il verse les intérêts de la dette. Ici, là, c'est juste, j'ai écrit qu'il verse les intérêts sur la dette passée, ça c'est pour simplifier les choses, au secteur privé, et cette partie-là, ces intérêts versés deviennent un revenu du secteur privé. D'accord ? Donc voilà l'équilibre du compte du gouvernement. C'est la contrainte comptable à laquelle le gouvernement ne peut pas échapper. Elle s'exprime d'une autre manière, une dépense publique ne peut être financée que par l'impôt, par l'emprunt ou par la création monétaire. En général, on présente les choses comme ça. On retrouve ici cet énoncé, on peut le retrouver à partir de l'équilibre comptable que j'ai indiqué. Donc, maintenant que je vais rentrer dans un peu de détails, on distingue différents types de politiques économiques. On pourrait en distinguer plus que ça, hein, mais là, je vais vous en présenter 4. Il y en a plus que 4, mais ça ne fait rien. 4, c'est déjà pas mal. Les 4 dont on parle toujours. Alors, quelles sont ces politiques économiques qu'on peut appeler des politiques pures? Ce sont à chaque fois des politiques qui font intervenir 2 variables. Une de chaque côté, si vous voulez, pas de chaque côté, il faut faire intervenir 2 variables, parce que si vous partez d'un équilibre, vous changez une variable dans cet équilibre, il faut qu'il y ait un autre changement pour maintenir l'équilibre. Dans cet équilibre comptable, vous augmentez G, par exemple, eh bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va changer quelque part dans l'équilibre, sinon vous n'aurez pas l'égalité. Vous augmentez les dépenses publiques, bien, il faut soit augmenter les taxes, soit augmenter l'émission de monnaie et mettre un emprunt. C'est cette considération-là que je prends en compte. Donc, une politique élémentaire se décrit nécessairement par la variation de 2 variables en même temps. D'accord ? Ça ne peut pas être qu'une seule variable. Donc, première politique, l'open market. Qu'est-ce que c'est que l'open market? Une politique monétaire pure. La Banque centrale augmente, on peut dire réduit à chaque fois, c'est augmente ou réduit. Alors, je vais dire augmente seulement. La Banque centrale augmente la masse monétaire en achetant des titres au secteur privé. Donc, elle achète des titres contre de la monnaie. Et la monnaie arrive dans les comptes du secteur privé. Qu'est-ce que c'est que la masse monétaire? C'est l'ensemble des signes monétaires détenus par le secteur privé. Ouais. Ça, c'est une politique d'open market. Deuxième politique, le déficit budgétaire, ou politique budgétaire pure. Qu'est-ce que c'est que le déficit budgétaire? Le gouvernement augmente les dépenses publiques en les finançant par une augmentation d'endettement.
c'est une politique de déficit budgétaire. Alors attention, vous voyez, quand on dit ça, on raisonne à la marge. Ce n'est pas le déficit budgétaire. C'est l'augmentation du déficit budgétaire, ou plutôt la détérioration du solde budgétaire, si vous parlez en termes de solde, ce qui est mieux. On ne devrait pas dire le solde budgétaire, le déficit budgétaire, on devrait dire la politique de solde budgétaire. L'équilibre budgétaire. Qu'est-ce que c'est que l'équilibre budgétaire? Le gouvernement augmente les dépenses publiques en augmentant les prélèvements obligatoires. Il augmente les dépenses, il augmente les prélèvements obligatoires. Ça laisse inchangé le solde. D'accord? Donc là, il n'y a pas d'augmentation du déficit budgétaire. Il y a ce qu'on appelle un équilibre budgétaire. Quand je dis équilibre budgétaire, c'est à la marge. Autrement dit, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'on n'a pas détérioré le solde budgétaire. Mais ici, on va appeler ça équilibre budgétaire, politique d'équilibre budgétaire. Quatrième politique importante, le financement monétaire. Le financement monétaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le gouvernement augmente les dépenses publiques en demandant un concours de la Banque centrale. Il y a une dépense à faire, on considère comme essentielle, et il ne veut pas recourir à l'augmentation des taxes ni à un emprunt supplémentaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le gouverneur de la Banque centrale et il dit ouvrez-moi une ligne de crédit. Comme il contrôle la Banque centrale, le gouverneur de la Banque centrale ne peut pas faire autre chose. Donc c'est le financement monétaire des dépenses, et comme vous le savez, on n'aime pas beaucoup ça. On n'aime pas beaucoup ça actuellement, puisque c'est exclu dans les codes de conduite de la Banque centrale européenne et dans les politiques admissibles en Europe et dans beaucoup d'autres pays. On a laissé de côté cette possibilité, mais cette possibilité existe toujours, et elle peut s'avérer utile ou inévitable, même dans certains cas. Je ne parle pas d'une situation, par exemple, de prospérité dans un pays développé, mais ça peut être, par exemple, dans un pays en développement, ou ça peut être dans une situation, par exemple, de conflit. Donc il peut y avoir des cas comme ça, et on connaît évidemment les conséquences. Les conséquences, c'est qu'en général, ça provoque pas mal d'inflation. Donc il y a ces quatre politiques élémentaires, et parfois je parlerai dans ces termes-là. Je vais envisager une politique d'open market. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gouvernement central augmente la masse monétaire en achetant des titres au secteur privé. Alors maintenant, je vais rentrer dans la deuxième section et je vais aborder la première hypothèse que j'ai envisagée, c'est-à-dire je vais considérer le cœur de mon modèle en retenant l'hypothèse que Y est une variable exogène. Je vais exogénéiser Y. Et ce cas-là, il a reçu plusieurs appellations. Il est souvent appelé le modèle classique. Et moi, j'aime mieux... Voilà, ça va, le modèle classique, il faut savoir que ça s'appelle le modèle classique aussi. J'aime mieux dire modèle à prix flexible. Mais les deux appellations existent, donc il faut les connaître, puisque elles sont utilisées toutes les deux. Alors, on pourrait dire régime à prix flexible de mon modèle. Alors pourquoi j'introduis cette idée de prix flexible? Parce que j'aurais pu dire modèle à production donnée. Pourquoi je dis prix flexible? Parce que si les prix sont très flexibles, je suis naturellement, parce que je baigne dans une culture, disons, d'économie libérale, amené à penser que si les marchés font leur travail correctement, je devrais voir les excès d'offres et de demandes disparaître assez rapidement. Si les prix sont très flexibles, les mécanismes de marché font varier les prix de manière à éliminer les excès d'offres et de demandes. Et donc, on aboutit rapidement à une situation de plein emploi. Une situation de plein emploi, c'est-à-dire une situation dans laquelle la production va
va être égal à la capacité de production et l'ensemble des travailleurs qui recherchent du travail vont pouvoir être employés. C'est très, très sommaire, c'est une intuition très facile à comprendre. Donc si vous croyez au mécanisme de marché, eh bien le fait d'avoir des prix très flexibles, qui réagissent bien, ça va vous permettre, quand vous n'êtes pas au plein emploi, rapidement de revenir au plein emploi par des mécanismes endogènes qui sont les mécanismes de marché. Alors dans ce cas, si je suis vraiment dans un cas comme ça, je peux me dire, bon, il peut bien y avoir du sous-emploi ou du suremploi, mais ça va disparaître très vite, donc je vais m'intéresser uniquement à la situation d'équilibre, de plein emploi. Et la situation d'équilibre, je peux évidemment la représenter très simplement par une situation dans laquelle la production va être égale à la capacité de production. Dans mon modèle à une période, la capacité de production, elle est donnée, parce que le capital est donné, et je vais supposer également que la population active est donnée. Je ne vais pas imaginer de mécanisme d'ajustement de l'offre de travail. Si je suis dans cette situation-là, vous voyez, c'est très simple. La quantité de travail disponible est donnée, le capital est donné au début de la période, il ne va pas varier dans la période. Et donc, c'est juste le mécanisme de flexion des prix qui va permettre d'ajuster l'offre à la demande. Et qu'est-ce que c'est que l'offre? C'est la capacité de production. Ce que peuvent produire les entreprises avec le travail qui est disponible dans l'économie et le capital qui est déjà en place. Et cette production, je vais l'appeler Y bar. Et donc, je vais étudier le modèle dans le cas où Y est égal à Y bar. Et donc, voilà pourquoi j'appelle ça prix flexible, modèle à prix flexible. Ou équilibre avec prix flexible, c'est encore mieux. Alors maintenant, dans mon cœur du modèle, il y a une variable exogène de plus et je peux donc réduire, concentrer mon attention sur les deux premières relations. Alors, vous revenez au cœur du modèle, j'ai choisi Y égale Y bar. Je peux me concentrer sur les deux premières relations en considérant que la production est donnée, c'est-à-dire en remplaçant Y par Y bar dans les deux premières relations. Et je n'aurai plus dans les deux premières relations que deux variables endogènes qui sont le niveau général des prix et le taux d'intérêt. La production est exogène. Eh bien, ces deux relations sont suffisantes, vont me permettre de déterminer les variables R et P, le taux d'intérêt et le niveau général des prix. C'est très simple de voir comment je remplace dans les deux relations Y par Y bar et je résous ces deux relations en R et P. Ce sont au passage des relations non linéaires et je vous ai expliqué que la démarche standard consiste à linéariser le modèle et à résoudre un modèle linéaire. Et ici, c'est tellement simple que je n'ai même pas besoin de faire formellement ce travail. Il faut le faire, bien entendu, pour vérifier que ça marche aussi et qu'on sait procéder de manière rigoureuse. Mais là, c'est vraiment absolument trivial. Pourquoi c'est trivial? Parce que le modèle que vous avez ici présente une récursivité remarquable. Attention, est-ce que vous comprenez le mot récursivité? Si vous ne comprenez pas le mot récursivité, revenez aux explications que j'ai données dans les cours précédents. Alors, d'ailleurs, on va voir ce que c'est tout de suite. Le modèle présente une récursivité remarquable. Une autre manière de dire ça, de manière scientifique et pédante, consisterait à dire le jacobien est triangulaire. Vous laissez ça de côté. Alors, donc, moi, j'utilise le mot récursivité, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Pour ceux qui n'ont pas compris encore, normalement, c'est une notion qui a été éclaircie. Alors, dans ce modèle, il y a deux équations. Vous prenez la première équation et vous vous apercevez qu'il n'y a qu'une seule variable endogène. C'est le taux d'intérêt. Et donc, cette première équation, à elle toute seule, va suffire pour déterminer le taux d'intérêt.
C'est un point très important qui est une caractéristique essentielle, fondamentale, une marque du régime classique. Retenez ça parce que c'est très important et c'est très général. Donc, l'équilibre sur le marché des biens va déterminer quoi? Le taux d'intérêt. Et l'équilibre sur le marché de la monnaie va déterminer, une fois qu'on connaît le taux d'intérêt, la seconde variable endogène. C'est le niveau général des prix. Ce sont les deux marqueurs, les deux caractéristiques du régime classique. Le taux d'intérêt est déterminé sur le marché des biens et on dit souvent l'inflation est un phénomène monétaire. Le niveau général des prix est déterminé par l'équilibre sur le marché de la monnaie. Si vous avez ces deux choses-là, vous pouvez vous dire c'est un régime classique et faire une économie considérable parce que, évidemment, ça a toutes les propriétés du régime classique. Voilà, donc vous avez compris ce que c'est que la récursivité. La récursivité, ça veut dire qu'on peut résoudre le modèle pas à pas, équation par équation, ou bloc d'équation par bloc d'équation. Ici, il y a deux équations. On peut résoudre le modèle. Si par exemple on avait une expression numérique de ce modèle, on pourrait le résoudre en prenant la première équation, tirant R, en prenant R, mettant dans la deuxième équation et en déterminant P. Okay ? Si vous linéarisez ce modèle, vous aurez un modèle linéaire qui présente la même récursivité. Cette opération, d'ailleurs, figure dans une annexe que je mettrai sur Moodle et vous vous assurerez que vous êtes capable de refaire ces calculs. C'est-à-dire j'ai effectivement linéarisé le modèle classique. Mais c'est évident. Là, c'est même pas la peine de calculer. Alors, il y a une chose qui est très importante. C'est que dans ce modèle, vous remarquez que M, lorsqu'on fait varier M, ça n'a naturellement aucun impact sur Y, puisque Y, de toute façon, est égal à Y bar. Donc, ça n'a aucun impact sur la production. Mais ça n'affecte pas non plus le taux d'intérêt. Attention, ça n'affecte pas le taux d'intérêt. Vous augmentez la masse monétaire, ça va faire bouger le niveau général des prix, mais ça n'augmentera pas, ça ne diminuera pas, si vous augmentez la masse monétaire, le taux d'intérêt. Il y a une habitude de pensée qui est détestable, qu'on trouve dans beaucoup de copies, c'est lorsque la masse monétaire augmente, ça réduit le taux d'intérêt. Bon, c'est parce que vous avez appris l'économie à travers le modèle ISLM, mais quand on n'est pas dans le modèle ISLM, c'est pas comme ça que ça marche. Dans le modèle classique, lorsque vous augmentez la masse monétaire, ça n'a aucun effet sur le taux d'intérêt. Ça a un effet sur le niveau général des prix. Attention. On est trop habitué à dire le taux d'intérêt est affecté par la masse monétaire. Dans le modèle classique, ce n'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que la monnaie est neutre. C'est une autre façon de dire les choses. La monnaie est neutre dans ce modèle. Pourquoi ? Parce que quand vous faites varier la masse monétaire, ça ne fait pas varier la partie réelle du modèle, les variables réelles, c'est-à-dire ça ne fait pas varier la production et ça ne fait pas varier le taux d'intérêt. Ça ne fait varier que les prix. Et vous retrouvez le même équilibre réel. Donc on dit que la monnaie est neutre. On dit que la sphère monétaire et la sphère réelle sont séparées. Ça, ce sont des différentes expressions de la même chose. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire et d'où ça vient. Donc, si vous dites la monnaie est neutre, mais vous ne comprenez pas que lorsque vous augmentez la masse monétaire, ça ne fait pas varier le taux d'intérêt, c'est que vous n'avez pas compris. Alors, maintenant, je voudrais rapidement examiner les politiques monétaires et budgétaires dans le cadre de ce régime de prix flexible, ou ce modèle classique, si vous voulez. On redécouvre le modèle classique avec émerveillement, parce que peut-être qu'on s'aperçoit de choses qu'on n'avait pas vraiment en tête. Voilà, donc, politique monétaire et budgétaire. Mais ce qu'on va dire sur la politique monétaire et budgétaire découle de ce qu'on vient de dire, directement. Considérons une augmentation de la dépense publique financée par l'emprunt.
une augmentation des dépenses publiques financées par l'emprunt. Donc une augmentation qui, dans le cœur du modèle, ne va faire varier que G, parce que B n'est pas dans le cœur du modèle. B va varier, bien entendu, mais il n'est pas dans le cœur du modèle. Donc, si G augmente, si G varie, hein, supposons que G augmente, eh bien, ça va avoir une conséquence. La seule conséquence que ça va avoir, c'est que ça va modifier l'équilibre sur le marché des biens, et donc ça va faire varier la seule variable qui est déterminée par ce modèle, dans ce régime, du moins. Ça ne va faire varier que la seule variable qui est déterminée par cette équation-là, le marché des biens, c'est-à-dire le taux d'intérêt. Vous faites varier les dépenses publiques, ça va faire varier le taux d'intérêt. En fait, ça va faire augmenter le taux d'intérêt. C'est assez facile de calculer le multiplicateur. Vous allez vérifier par vous-même que vous savez le calculer. En fait, la propriété qu'on voit apparaître ici, attention, c'est la première fois qu'on voit apparaître cette propriété et on va la retrouver dans énormément de cas, c'est la propriété dite d'éviction totale. C'est l'éviction totale. En effet, dans ce modèle, la production reste inchangée quoi qu'il arrive, puisqu'elle est exogène. On raisonne uniquement sur la production de plein emploi. La production est exogène. Vous augmentez les dépenses publiques, l'augmentation des dépenses publiques est tout à fait possible. Mais si la production est exogène, ça veut dire, ça implique nécessairement qu'il va y avoir une réduction de l'absorption privée. Autrement dit, vous augmentez les dépenses publiques, ça va prendre la place de l'absorption privée. Comment cela est-il possible? Cela est possible par un mécanisme endogène qui est à l'œuvre dans l'équilibre général de ce modèle. C'est possible parce qu'il va y avoir une réaction du taux d'intérêt qui est une augmentation du taux d'intérêt, et comme on le sait, l'augmentation du taux d'intérêt, elle va réduire l'absorption privée. Et à l'équilibre, elle va réduire l'absorption privée d'autant qu'il est nécessaire pour compenser l'augmentation de l'absorption publique, sachant que la production est constante. Attention, c'est la première fois que nous rencontrons ce mécanisme d'éviction totale, et nous allons le rencontrer plusieurs fois dans le cours, à des endroits où on ne l'attend pas nécessairement. Là, c'est clair et c'est connu. C'est-à-dire que si vous avez étudié le modèle classique, on a dû vous dire que dans ce modèle, vous avez beau augmenter les dépenses publiques, ça ne fera pas varier la production, par contre, ça va réduire l'absorption privée. Ça, on a dû vous raconter ça. C'est vrai, c'est ce qu'on trouve. Alors, par ailleurs, comme ça augmente le taux d'intérêt, ça affecte aussi, en un second temps, quand on résout le modèle, ça affecte aussi l'équilibre sur le marché de la monnaie. Ça provoque, vous le vérifierez, un peu d'inflation. Ça provoque de l'inflation. Alors, pour la politique monétaire, c'est encore presque plus simple. Vous imaginez une augmentation de la masse monétaire. Une politique d'open market, par exemple. Vous augmentez la masse monétaire. D'ailleurs, c'est celle qu'il faut prendre, politique d'open market ou de politique monétaire pure. Vous augmentez la masse monétaire. La seule variable qui va bouger dans ce modèle, c'est M. Parce que la variable B n'est pas dans le cœur du modèle. Elle est ailleurs, elle est en dehors du cœur du modèle. Donc dans le cœur du modèle, il y a M qui va bouger. Et comme R est déterminé par le marché des biens, une augmentation de la masse monétaire, qu'est-ce qu'elle produit? Elle ne modifie pas le taux d'intérêt. Vous avez bien compris, je vous ai bien mis ça dans la tête. Une augmentation dans le régime classique, dans le modèle classique, une augmentation de la masse monétaire laisse le taux d'intérêt inchangé. Je rajouterai quelque chose un peu tout à l'heure là-dessus. Donc, rien ne change dans l'équilibre sur le marché des biens. Qu'est-ce qui change? Eh bien, uniquement le niveau général des prix. Vous augmentez la masse monétaire de 1% et ça provoque une augmentation du niveau général des prix de 1%. On dit one for one. Une augmentation de 1% du niveau de la masse monétaire entraîne une augmentation de 1% du niveau général des prix. Vous voyez ce
cette propriété du régime classique, elle est d'une très grande généralité et vous la retrouvez dans énormément de cas, et en particulier, par exemple, dans le régime classique, les régimes classiques qu'on va étudier en économie ouverte, en économie internationale, on va retrouver cette propriété. Donc ce n'est pas le fait que l'économie soit fermée qui détermine cela, pas du tout. Même en économie ouverte, on va trouver ça. Okay, vous verrez ça un peu plus tard. Voilà, donc l'augmentation des prix one for one par rapport à la masse monétaire. C'est une caractéristique essentielle du régime classique. Dans cette diapositive, vous avez tout ce qu'il faut savoir sur le régime classique. Alors je vais rajouter une petite considération que j'ai introduite parce que on voit des développements sur le régime classique qui présentent les choses d'une autre manière que celle que j'ai privilégiée. Et bien entendu, vous pourriez vous dire, ah mais est-ce que c'est la même chose? J'ai introduit cette considération parce que souvent, elle apparaît dans les manuels ou dans les discussions ou dans les débats. Ça apparaît très souvent. Certains d'entre vous, d'ailleurs, vont s'en apercevoir, parce que ceux qui font de la finance internationale vont rencontrer ça. Alors, c'est cette considération que l'on a à partir de l'équilibre épargne-investissement. L'équilibre épargne-investissement. Qu'est-ce que c'est que l'équilibre épargne-investissement? La réponse, c'est que c'est rien. L'équilibre épargne-investissement, c'est rien de plus que l'équilibre sur le marché des biens. Rien de plus que ça. Et pour le montrer, c'est très simple. Il faut comprendre ce que c'est que l'épargne. Je vais parler ici de l'épargne de la nation, c'est-à-dire l'épargne qui est constituée par le secteur privé et le secteur public. Et je vais être obligé de faire une petite distinction qui pour moi est inutile, mais c'est simplement pour raccorder avec une littérature. C'est très important. Je ne me contente pas simplement de vous débiter un raisonnement, j'essaie de poser des ponts avec d'autres représentations. Souvent, on entend dire que dans le cas classique, le taux d'intérêt est déterminé par l'équilibre entre l'épargne et l'investissement. Et moi, je vous ai dit, le taux d'intérêt est déterminé par l'équilibre sur le marché des biens. Je vais vous montrer que c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Alors ceux qui disent c'est déterminé par l'équilibre épargne-investissement, ils introduisent des notions qui en réalité sont inutiles, mais qui vont apparaître dans cette présentation. Alors il suffit de se rappeler que l'absorption, c'est C plus I. Là, je suis obligé d'utiliser C et I parce qu'il faut que je définisse ce que c'est que l'épargne et l'investissement, l'épargne et l'investissement. Donc il faut que je définisse ce que c'est que l'investissement. Donc, je dis que H est égal à C plus I et que l'épargne de la nation, qu'est-ce que c'est que l'épargne de la nation? C'est la production moins les dépenses courantes. Alors, c'est la production Y moins la consommation. Et je suppose, pour simplifier, c'est pas nécessaire d'ailleurs, mais je suppose ici pour simplifier que les dépenses publiques, c'est que des dépenses courantes. Il n'y a pas de dépenses d'investissement. S'il y a des dépenses d'investissement, vous n'avez qu'à refaire le calcul et vous vous convaincrez que c'est exactement la même chose. Pour simplifier, je définis l'épargne comme de la nation, comme la production moins les dépenses courantes. Les dépenses courantes des ménages, la consommation, et les dépenses courantes du gouvernement, c'est les dépenses publiques. Et vous voyez que, en manipulant un petit peu cette formule, je peux isoler I, j'isole I, l'investissement, et je m'aperçois que I est égal à S. Ça ne vous étonne pas. I est égal à S, alors ça c'est vrai en économie fermée. Moins vrai en économie ouverte, mais on verra qu'on peut rattraper les choses. Ce que j'ai dit dans la diapositive précédente se transpose mot pour mot sur l'économie ouverte. Là, c'est un peu plus difficile. Mais enfin, on y arrive. Alors,
On arrive ici en économie fermée, je précise, c'est en économie fermée, à cette chose que vous connaissez, que vous avez dû rencontrer, c'est l'épargne est égale à l'investissement. Alors l'épargne est égale à l'investissement, c'est une égalité comptable. Donc c'est toujours vrai. C'est une égalité comptable. Et cette égalité comptable, c'est donc une égalité qui doit être réalisée à l'équilibre. Pas de situation observable qui ne vérifie pas l'égalité comptable. Donc, si vous voulez avoir des chances de raisonner sur quelque chose que vous allez pouvoir observer, il faut tenir compte de cette égalité comptable dans votre raisonnement. Et le raisonnement qui est fait par les économistes qui parlent d'équilibre épargne-investissement, c'est le raisonnement suivant. Il y a un comportement d'investissement et un comportement d'épargne. L'hypothèse qu'on prend sur le comportement d'investissement, c'est que l'investissement est une fonction de la production croissante de la production et décroissante du taux d'intérêt. Et pour l'épargne, il est très facile de se convaincre aussi que l'épargne est une fonction croissante de la production et croissante du taux d'intérêt. Si vous raisonnez en prenant que la consommation, c'est tout à fait clair. Alors, si on est en régime classique, ça veut dire que Y ne va pas bouger. Ça veut dire que Y est égal à Y bar. Et donc, vous pouvez raisonner dans un plan dans lequel vous mettez soit I, soit S en ordonnée, et le taux d'intérêt en abscisse. Et vous pouvez tracer les deux courbes, ou raisonner sur les deux courbes, la courbe d'investissement et la courbe d'épargne. Ces deux courbes exprimant la relation pour une valeur de Y donnée entre, d'un côté, le taux d'intérêt et l'investissement, de l'autre côté, le taux d'intérêt et l'épargne. Pour Y donné, l'investissement est une fonction décroissante du taux d'intérêt, l'épargne est une fonction croissante du taux d'intérêt. Et bien entendu, la condition d'équilibre, c'est une condition à laquelle on ne va pas échapper, c'est l'égalité I égale S. Elle se produit bien entendu à l'intersection de ces deux courbes. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intersection de ces deux courbes? Eh bien, on trouve qu'effectivement, I égale S détermine le taux d'intérêt. Donc vous êtes en train de dire exactement la même chose que ce que j'ai dit dans la diapositive précédente. I égale S, c'est une autre forme, une autre façon d'écrire l'équilibre sur le marché des biens. Si vous dites c'est le marché des biens qui détermine le taux d'intérêt, c'est exactement la même chose quand vous dites, vous prenez cet équilibre épargne-investissement et vous dites si S égale I, c'est la même chose qu'équilibre sur le marché des biens, ça détermine le taux d'intérêt. Donc, mon raisonnement, c'est que si vous êtes en régime classique, attention, c'est vrai en régime classique, c'est vrai si Y ne bouge pas. Si Y est une variable donnée, et c'est la caractéristique du régime classique, alors à ce moment-là, vous retrouvez, effectivement, vous êtes conduit à faire ce raisonnement que c'est l'équilibre épargne-investissement qui détermine le taux d'intérêt. Au passage, ce que je suis en train de dire, c'est attention, si vous dites que, si dans une argumentation, quelqu'un dit le taux d'intérêt est déterminé par l'équilibre épargne-investissement, et donc quand il y a un excès d'épargne, ça fait décroître le taux d'intérêt, quand il y a un déficit d'épargne, ça fait croître le taux d'intérêt. Si on dit cela, c'est qu'on se situe dans le régime classique, implicitement. Donc quelqu'un qui dit ça, vous pouvez lui dire « Ah mais vous raisonnez dans un modèle classique ». Si vous ne raisonnez pas dans un modèle classique, ce n'est pas correct de dire ça. Ce n'est pas sûr que c'est comme ça. D'accord? Donc ce résultat-là, il n'est parfaitement sûr que dans le régime classique. Mais on le retrouve effectivement, et vous voyez exactement d'où ça vient.